Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur La Clé des Champs, le podcast qui donne la parole aux acteurs de l'agriculture française. Je suis Louise Lespard et j'ai hâte de vous amener avec moi dans cette aventure. Dans ce podcast, je vous permets d'en apprendre bien plus sur notre monde agricole en partant à la rencontre de personnalités remarquables qui œuvrent à faire briller nos campagnes. Je vous emmène dans les coulisses de nos fermes pour découvrir le quotidien de ces acteurs de l'ombre pourtant indispensables à notre pays. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de me rendre dans le village de La Planche, au sud de Nantes, pour rencontrer Régis, producteur de mâches nantaises. On a passé un super moment avec Régis au cœur de ses serres, puis autour d'un verre. Rien ne prédestinait ce passionné à devenir maraîcher. Comme il aime à le raconter, ce sont des rencontres, comme celle avec David Dubois, son associé déjà installé, qui l'ont poussé à sauter le pas il y a maintenant 5 ans. Ce passionné nous raconte son parcours et nous parle de la mâche, la star de la région nantaise. C'est tout de même 90% de la mâche que l'on consomme qui est produite ici. C'est parti pour tout savoir sur ce produit qui remplit quotidiennement nos assiettes. Bonne écoute! Bonjour Régis. Bonjour Louise. Merci beaucoup de nous accueillir chez toi. Pour démarrer, est-ce que tu pourrais te présenter et nous expliquer où c'est qu'on se trouve actuellement ? Alors, je suis donc Régis Chevalier. Moi, je suis maraîcher sur la commune de La Planche, donc une petite commune au sud de la Loire-Atlantique. Et vous êtes ici à la SCEA des Sables, qui est une exploitation historiquement maraîchère. Alors, il y a eu de l'élevage, on a aussi des céréales, mais c'est une exploitation qui s'est spécialisée en maraîchage et on travaille sur... on a 150 hectares, dans lequel il y a 70 hectares de maraîchage, on a 70 hectares de céréales, dont 20 hectares en bio, et on a 10 hectares de prairies humides en bord de rivière, etc., etc. Super. Et là, tu peux nous décrire l'endroit où on se trouve ? Et ben là, on est sous des serres qu'on appelle des grands abris plastiques. Et donc, vous êtes dans une culture de mâche. Vous êtes dans ma dernière culture de mâche d'été. Et sachant que la mâche, je la cultive toute l'année. Et après cette mâche-là, on va y mettre d'autres cultures pour l'hiver. Ouais, je mettrai des photos sur les réseaux sociaux, mais tes serres, elles sont vraiment très belles. Et Merci. La mâche qui est dedans, en tout cas, c'est hyper joli à regarder. Ça a été quoi le déclic pour toi d'être agriculteur, d'être maraîcher ? Alors moi, j'ai un parcours un peu particulier parce que je ne suis pas du milieu, je ne suis pas de la région. Moi, je suis né à Angers, d'un père informaticien et d'une mère secrétaire, on va dire. Oula, qu'est-ce qui s'est passé ? Et alors, il s'est passé que elle a toujours été quand même connectée à l'agricole, hein, comme beaucoup mes grands-parents étaient agriculteurs. Moi, j'ai fait une formation plutôt dans le végétal, mais dans le domaine de l'environnement. Et en fait, je me suis retrouvé, mon premier boulot, ça a été d'être conseiller en agro-environnement pour les maraîchers nantais. D'accord. Donc ça date maintenant un peu parce que je vieillis, et ça fait plus de 15 ans. Et en fait, comme on dit, je suis tombé dedans par passion. Parce que c'est une filière que j'ai découvert que je connaissais pas du tout, mais il y a des histoires d'hommes, il y a un gros héritage, il y a un gros savoir-faire, c'est une identité qui est assez forte ici, les maraîchers nantais. Et donc j'ai eu plusieurs boulots, toujours pour la filière des maraîchers. Donc j'ai fait de l'environnement, un peu d'urbanisme, un petit peu d'animation syndicale sur plein de sujets, parce que je suis d'une nature curieuse. Et puis petit à petit, en vieillissant, on se dit qu'à un moment donné, ça m'intéresserait de gérer une affaire. Et puis je me suis retrouvé à me questionner sur ça. Et puis les relations que j'avais avec plein de maraîchers de l'époque, mon associé d'aujourd'hui, on s'entendait bien, on aimait bien bosser ensemble. Et donc à un moment on s'est dit, est-ce qu'il ne faudrait pas tenter l'aventure ? Lui il était en recherche d'associés parce que ses oncles partaient en retraite, il ne voulait pas rester seul dans son affaire. Moi je me disais, j'aimerais bien aussi passer en maraîcher. Donc petit à petit on s'est dit, allez hop, on se lance quoi. Vu d'un point de vue extérieur, parfois on oppose environnement et agriculture. Toi, tu travaillais plutôt sur des dimensions environnementales, tu es arrivé sur le côté agriculture, c'est pas quelque chose qui t'a gêné ? Non, au contraire. Moi j'ai toujours dit que pour moi c'est la même chose parce que tu travailles en fait dans la nature, tu travailles dans le végétal. Moi j'ai été dans les gestions de l'environnement parce que j'aimais bien le végétal et ça m'intéressait de comprendre le fonctionnement des écosystèmes. Et quand vous travaillez dans le monde agricole, c'est l'activité qui est la plus proche des écosystèmes, qui est la plus proche des rivières, etc. Moi, je suis passionné de ça et j'ai toujours considéré que c'était... en fait, c'est la même chose pour moi. Alors, il y a plein de choses à travailler pour maîtriser les impacts et les rejets. Et alors, Dieu sait qu'on a fait du travail et on a encore plein de chemins à faire. Mais pour moi, c'est pas du tout opposé, bien au contraire, quoi. Et une autre question qui me vient comme ça,
Ils sont nombreux, les hors-cadres, dans ce qu'on appelle les hors-cadres familiales, donc c'est ceux qui ne sont pas issus de familles d'agriculteurs, qui veulent s'installer agriculteurs, à vouloir faire du maraîchage. Mais pour en avoir discuté, j'ai fait un épisode avec le PAIT des Landes, qui est l'organisme qui s'occupe d'installer les agriculteurs. Ouais. Ils me disaient qu'ils avaient beaucoup de profils qui voulaient citadins, qui voulaient devenir maraîchers, mais tu sais, plutôt le maraîchage un peu bucolique, pas de tracteur, pas de plastique. Toi, quand tu me décrivais ton exploitation, quand je t'avais au téléphone, tu me disais, bon, moi, c'est une PME, on est quand même sur une production à grande échelle. Comment tu es allé vers ce modèle aussi? En fait, alors, je suis pas allé vers ce modèle. Moi, tout mon parcours est lié par les relations que j'avais avec les hommes. Et en fait, j'aimais bien la façon dont mon associé de l'époque, donc David Dubois, j'aimais bien la façon dont il menait la boutique. J'aimais bien l'énergie qu'il y avait. J'aimais bien la diversité qu'il y avait dans son métier, parce qu'il n'est pas simplement justement agriculteur, il est gestionnaire de PME, c'est-à-dire qu'il y a du compta, il y a du social, il y a du business, il y a de la technique, il y a du matériel, il y a de l'investissement, donc ça m'intéressait beaucoup. Et en fait, pour moi, j'ai pas été chercher un modèle, j'ai vraiment été plutôt chercher une entreprise qui me parlait. Le territoire me parlait beaucoup ici, parce qu'ici on est quand même dans le sud de Loire-Atlantique, on est un peu Nord-Vendée, c'est quand même assez bocagé. Moi je trouve qu'on a une campagne qui est super belle ici, on a encore une agriculture qui est très diversifiée, donc avec beaucoup, il y a de l'arbo, il y a pas mal de lait, il y a donc pas mal de prairies, on a aussi pas mal de céréales, il y a du maraîchage, il y a un peu de vigne, et donc cette entreprise-là me causait aussi là-dessus, par rapport au territoire où elle était. Donc en fait, je me suis pas installé pour un modèle. Alors bien évidemment qu'il y a la phase un peu compta, économique, finance, parce qu'il faut bien financer tout ça. Ça n'a pas été une mince affaire. Mais la porte d'entrée, c'était plutôt l'envie de m'associer avec quelqu'un, l'envie de m'impliquer dans une filière qui me passionnait, et encore une fois avec ces histoires d'hommes. Et l'aspect entreprise me plaisait, parce que moi, j'étais plutôt un homme de bureau aussi, donc tout l'aspect qualité, administratif, la traça, même la compta, j'ai toujours aimé ça. Et David était pour moi un des meilleurs techniciens de la place. Donc on s'est toujours dit, putain, on fait un bon binôme, quoi, on se complète bien. Donc tu vois, c'était pas le modèle qui m'attirait, c'était plutôt... Ouais, c'est une histoire de rencontre et Ouais, de personnes. voilà, exactement. Et est-ce que tu peux nous rappeler quand tu t'es installé et c'est quoi les principales difficultés que tu as rencontrées au moment de ton installation? Alors, on m'a souvent posé la question, puis maintenant j'arrive à bien la synthétiser. Je me suis installé il y a très exactement 5 ans. Moi, je suis arrivé le 1er août 2017 et mon installation officielle, c'était le 1er janvier 2018. Et je dirais qu'il y a eu, en fait, il y a eu 3 phases dans mon parcours. La première phase, elle est humaine. C'est-à-dire qu'on s'appelait souvent avec David et en fait, avant qu'on se dise « Ok, on se lance », on a passé peut-être 4-5 ans à se tourner autour. On en parlait comme ça, mais un peu à de la blague. Puis quand tu rentres chez toi, tu dis « Bah non, je suis pas capable, je suis pas maraîcher, j'ai pas de formation. » Je savais pas conduire un tracteur, moi, il y a 5 ans. Hein. Donc je dis « Non, c'est pas fait pour moi. » On en rigolait. Donc il faut un premier déclic humain en disant « Ouais, j'y vais ». Sachant que comme moi, j'avais bossé dans la filière, j'avais déjà mesuré les conséquences en termes de vie de famille, en termes potentiellement de finances, à l'époque, pas trop encore, mais j'avais ça en tête. Donc, je dirais que peut-être contrairement à des gens qui sont vraiment très citadins et qui veulent faire ce pas-là, moi, je travaillais dans la filière. Et j'avais quand même pas mal conscience de certains... Parce qu'aujourd'hui, je dis toujours, moi, on s'est rencontré avec ma femme, j'étais aux 35 heures, je suis aux 70 heures, j'ai 2 semaines de vacances par an. C'est un autre métier, mais par contre, voilà, c'est un métier de passion. Donc, première étape, il faut un déclic, il faut que ce soit humain. Parce qu'avec David, on s'était dit, si on se lance là-dedans, on se marie, quoi. On va se voir plus souvent que nos femmes. C'est une vraie histoire de couple. Voilà, donc le point de départ, il est là. Après, il y a quand même une grosse phase au milieu où là, on pose les choses de façon un peu concrète, quoi. Les chiffres, on s'est fait accompagner, ça c'est intéressant à dire, on s'est fait accompagner par une espèce de psychologue. D'accord. Ouais, on a fait des questionnaires, notre rapport à l'argent, notre rapport au temps, notre rapport au temps disponible les week-ends, les astreintes, notre rapport aussi un peu à la grande diversité des sujets, notre rapport aux emmerdes, parce que notre métier de patron aujourd'hui, c'est de gérer les emmerdes. Moi, quand tout va bien, entre guillemets, je fais rien sur l'exploitation. Mais on est toujours un peu à organiser nos gars, à gérer les emmerdes, le commerce, le machin. Du coup, l'objectif de ce questionnaire, c'était de voir que si vous matchiez bien sur tous ces critères clés. C'était un moment... Mais presque tous les associés de toutes les entreprises devraient faire cette démarche-là, quoi, pour vérifier que vous entendez bien, que vous êtes C'est marrant alignés. ce que tu dis, parce que David et moi, comme on n'était pas de la même famille, je dis toujours, on n'était pas copains.
Donc cette phase-là, elle était super saine, elle était vachement importante. Parce qu'on a fait le questionnaire chacun de notre côté. Et en fait, on a fait la restitution. L'autre, il nous a dit les réponses de David et de moi en face à face, quoi. Donc là, on s'était dit, c'est qui tout double. Parce que si les réponses sont pas La du tout gênance. complémentaires, c'est merci, au revoir. Mais c'était un moment sympa parce qu'en fait, à la fin, au début, le psy parlait beaucoup, puis à la fin, il parlait plus parce qu'en fait, on se parlait David et moi en se disant, bah tiens, là, on peut faire comme ci, on peut faire comme ça. Donc c'était super. Et par contre, le gars nous avouait que il y a beaucoup d'associés qui sont de la même famille, des frangins, des pères-fils, des tontons, qui font pas ce travail-là et qui parfois ils se retrouvent à recevoir ces gens-là, mais après leur installation avec des difficultés parce qu'ils n'ont pas fait ce travail-là. Alors je dirais, le questionnaire il y a 5 ans, tu me le fais répondre aujourd'hui, je fais pas les mêmes réponses, tu vois. Bien sûr. Parce que bah, tu es quand même un petit peu à l'aveugle. Hein. Moi, je savais pas ce que c'était d'être maraîcher. Mais ouais, ça, c'était une phase importante. Puis après, bah, dans la continuité des phases, la grosse phase importante aussi, c'est l'aspect finance. Bien sûr. Parce que du coup, David et moi, on a racheté les parts sociales de son oncle qui partait en retraite. Et donc, il y a toute une phase comme ça, un peu économique, de calcul, de valorisation de parts, de compte courant. Il faut gérer tout ça. Tu Faut peux monter... nous dire les montants? C'est sur des centaines de milliers d'euros, quoi. Enfin, que les gens se rendent compte que c'est pas des petits investissements Ouais, dont on en parle. fait, aujourd'hui, Il faut en vendre de la mâche, des poireaux. le Et des maraîchage, radis. aujourd'hui, comme on le fait, nécessite beaucoup, beaucoup de patrimoine. Quand je dis patrimoine, c'est beaucoup de matériel, beaucoup de tracteurs, beaucoup d'attelages. 25 tracteurs, tu nous as dit. Voilà, et moi je suis un petit joueur, hein. Des bâtiments, du matériel dans l'irrigation. Donc, comme il y a beaucoup de valeur comme ça, j'ai racheté la valeur de tout ça. Ouais. Donc, je ne vais pas donner les montants précis. Oui, mais ça chiffre. Enfin, c'est juste que les gens comprennent que ça chiffre vite et que très, c'est très un haut. vrai pari pour l'avenir. C'est un vrai investissement. Et aujourd'hui, oui, on s'engage. Moi, je dis toujours, ouais, je suis patron, tout ça, tout ça. Moi, la boutique, elle appartient à la banque, hein. Aujourd'hui, je rembourse mes parts sociales. J'ai des crédits pour ça. J'ai besoin d'avoir un certain niveau d'activité pour rembourser tout ça. Et ce niveau d'activité, non seulement il me permet de financer les parts que j'ai achetées, mais aussi de développer, de moderniser l'entreprise. Donc, il ne faut pas se louper non plus. Ouais. Donc, c'est vrai que quand je rentre dans un modèle comme ça, qui est valorisant, mais qui est fragile, on pourra en reparler après. Mais ouais, le niveau de financement au départ, il est un peu particulier. Je ne te cache pas que j'ai appris un peu à couper mon cerveau en deux. Parce que j'ai mon budget familial à la maison avec ma femme, on a aussi notre crédit de maison à payer, les factures, les machins. Et puis c'est vrai que le niveau financier dans l'exploitation n'est pas du tout le même. Et ouais. Donc faut couper le cerveau en deux. C'est une vraie entreprise. Voilà. Et puis donc la dernière clé de décision, quand tu as tout validé comme ça, quand tout va bien, moi j'ai eu de la chance, j'ai quand même eu un parcours d'installation qui a été plutôt sain, sans trop d'embûches. La dernière décision, bah, elle est humaine. Tu reviens sur la première étape où là on s'est regardé avec David, ça y est, on est prêt à signer. Go, pas go, ouais. Est-ce que tu es prêt tu vois, et donc on s'est dit à un moment donné, moi je suis quelqu'un qui me pose beaucoup de questions, mais c'est pas un frein. Mais par contre, des fois, ça me ralentit un peu. Et mon associé est quelqu'un de beaucoup plus instinctif. Et à un moment donné, c'est lui qui m'a bousculé en me disant, allez, c'est bon, on y va. Bon, bah, allez, on y va. Ouais. On y Franchement, va. il y a un moment où il faut débrancher le cerveau Exactement. parce qu'il y a une part de risque quand même. Exactement. Et c'est vrai que moi, je suis quelqu'un qui vraiment analyse beaucoup les choses et mon associé est plus un instinctif. Et ouais, c'est vraiment lui qui m'a un peu bousculé, mais ça m'a donné peut-être le coup de pied qu'il fallait parce qu'en me disant, c'était aussi, allez, on se fait confiance. Et puis tout sera pas parfait. Moi, j'ai besoin de tout contrôler au départ. Et tout sera pas parfait. On va apprendre aussi en faisant. Et puis c'est ce que j'ai fait. J'ai appris en faisant, quoi. Ouais. Et alors justement, ça fait 5 ans. Ouais. Là, c'est quoi le bilan que tu en tires de ces 5 années? Ouf. Alors le bilan, alors toujours aussi passionnant, hyper sollicitant. Mais en fait, j'ai un rythme aujourd'hui que je me pensais pas capable d'avoir. Mais entre guillemets, c'est le moteur nécessaire pour que la boîte elle tourne. Et donc hyper satisfait, beaucoup plus épanoui que je ne pouvais l'être dans mon petit travail de bureau avant. J'ai une approche beaucoup plus directe des choses, beaucoup plus franche. Je suis pas, alors chacun y voit à midi à sa porte, mais moi j'étais assailli de comptes rendus, de deadlines, de rapports de synthèse. Je demande à mon chef qui lui-même demande à son chef. J'ai plus ça, donc je me considère beaucoup plus libre qu'avant. Je suis plus stressé dans le bon sens du terme parce que j'ai beaucoup plus de choses à gérer, j'ai plus de responsabilités qu'avant aussi, j'ai des salariés, j'ai une boîte à faire tourner, j'ai des crédits à rembourser. Donc plus stressé, mais plutôt du stress qui donne envie d'avancer. Alors je ne vous cache pas qu'il y a des jours où on se dit dans quoi je me suis embarqué. Les journées sont longues, hein. Nous, David et moi, on fait partie des nombreux agriculteurs où on est les premiers levés, on est les derniers couchés. Et, c'est quoi tes horaires de travail un peu classiques? Aujourd'hui, alors nous on vit un peu avec le rythme du soleil. Donc c'est-à-dire que le matin, on est tous les matins en hiver, on va dire, on est à 7 heures sur l'exploitation.
On fait la débauche avec nos gars, on fait l'embauche tous les matins avec nos gars, la débauche tous les soirs avec nos gars. Donc, en gros, à 18h, la journée est terminée et nous, tu as des réunions, tu as des rendez-vous, tu as un peu de bureau à faire. Quand tout va bien, à 19h, tu es à la maison. Sinon, des fois, c'est 20, 21h. Et puis, des fois, quand on traîne un petit peu, parce qu'on a besoin de ça aussi, un peu de convivialité, des fois, c'est tout le lendemain matin. Et puis, en été, c'est un peu plus tôt, mais c'est toujours aussi tard. Donc, ouais, Du coup, toi, t'es content quand l'hiver arrive. Tu peux dormir un petit peu plus. En fait, on attend toujours la saison d'après. Ouais. Tu vois, le très bon exemple, c'est le poireau primeur. Le poireau, c'est une culture qui est vachement énergivore, parce que ça nécessite beaucoup de personnel, c'est une cadence, on lave tout à l'exploitation, à l'ancienne, quoi. Donc c'est vachement intense. On a toujours hâte que ça commence, et par contre, on est crevé, on a hâte que ça s'arrête. C'est 3 mois vachement balèze, et puis on a hâte de repartir, et puis c'est le cycle des saisons, quoi. Ouais, c'est des cycles. Ouais. Bon, alors je suis venue pour parler de la mâche en particulier, même si tu fais plein d'autres cultures, tu en as un peu parlé Ouais. à côté. Peut-être qu'on y reviendra. J'ai une minute économie dans le podcast pour parler de pas l'économie de problème. d'entreprise, donc on y reviendra à ce moment-là. Mais pour démarrer, est-ce que tu peux nous raconter quelle est l'histoire de la mâche nantaise? Alors la mâche nantaise, l'histoire est assez intéressante, et le point de départ, c'est pas la mâche, c'est la carotte. D'accord. Puisqu'en fait, la région nantaise, dans les années 70, c'était la place forte française de la production de carottes. Et d'ailleurs, les variétés encore utilisées aujourd'hui sont des carottes nantaises. Parce qu'à Nantes, comme pour la mâche, des terrains sableux, des bonnes conditions pédoclimatiques, du savoir-faire, du réseau, super qualité de production. La carotte nantaise a disparu de la région nantaise en l'espace de 5 ans, fin des années 80 jusqu'au début des années 90, pour des raisons un petit peu d'économie d'échelle. Il y a des productions dans les Landes, en Normandie, en Espagne, qui se sont avec des grands terrains, qui sont beaucoup mécanisés. Et les Nantais, on reste, nous, dans des modèles d'exploitation avec des petites parcelles, des petits clos, avec encore un peu de haies, etc. Et donc, plus du tout compétitif. Et donc, tout a disparu en l'espace de 5 ans. Ça a créé un petit traumatisme, parce qu'ils ont perdu le nom, ils ont perdu le savoir-faire. Et à l'époque, la mâche commençait à se développer. Et donc, le point de départ de la mâche nantaise est là, c'est que dès à ce moment-là, les maraîchers de l'époque qui se sont dit, on ne va pas refaire les mêmes erreurs, c'est-à-dire qu'ils ont tout de suite été chercher une IGP pour essayer de protéger le nom. Donc, ils ont mis en avant leur savoir-faire, toute leur innovation. Ils ont écrit un cahier des charges un peu haut de gamme à l'époque, en termes de process, en termes de traçabilité, en termes d'hygiène, de sécurité alimentaire, etc., etc. C'est ce qui leur a permis d'avoir l'IGP. Et comme ça, ils ont protégé le nom. Donc, comme ça, ils se sont dit, la mâche nantaise, pour faire de la mâche nantaise aujourd'hui, il faut qu'elle soit produite, lavée et conditionnée dans la région nantaise. Il y a une aire géographique qui correspond, grosso modo au territoire du 44, ou à la région de production nantaise. Donc l'histoire, elle vient de là. Et puis après, ça a emmené beaucoup de développement. C'est le fleuron de la production nantaise, on va dire, depuis la fin des années 90, 2010-2020, c'était le fleuron. Première production, les premiers producteurs de mâches en Europe, c'était à Nantes. C'est développé autour de ça beaucoup de réseaux, beaucoup d'ateliers de lavage et de conditionnement, de la diversification, beaucoup aussi d'approches qualité-produit, beaucoup de rapports à la grande distribution, beaucoup d'innovations autour de l'emballage. Donc c'est à Nantes qu'on a inventé la barquette avec plein de formats, plein de styles différents. Et je dirais que là, la mâche est peut-être en train de se réinventer parce qu'elle a connu une grande phase d'expansion, ce qui a créé peut-être un moment un peu de standardisation peut-être. Et là, depuis maintenant 5-6 ans, les maraîchers nantais cherchent à beaucoup diversifier, à revenir sur d'autres cultures. Donc on voit arriver de la jeune pousse, des carottes, des radis, du fenouil, des oignons, d'autres poireaux, etc., etc. Et la mâche est en train de se rediversifier, c'est-à-dire que là, on revoit plein de gammes différentes, des grandes feuilles, des petites feuilles, de la mâche en plateau, de la mâche en bouquet, de la mâche non lavée, de la mâche récoltée main. Donc voilà, ça c'est un peu l'histoire de la mâche. Et donc pour parler un peu de l'IGP, on est un peu dans la même dynamique, c'est-à-dire qu'elle a eu un bon développement au départ, ce qui a permis de bien structurer la filière, bien l'organiser pour être bien organisée, on va dire, en termes de lavage et de distribution et d'attente commerciale. Donc c'est ce qui a permis de la développer. Par contre, elle n'a pas été associée à une vraie démarche commerciale. Et donc en fait, la mâche nantaise n'était pas différente d'une mâche produite à Nantes. Et donc, l'IGP s'est pas développé. Tu veux dire sur le packaging des produits quand Ouais, c'est ça. C'est vrai que honnêtement, moi, avant d'étudier le sujet, je savais pas qu'il y avait une IGP mâche nantaise, ni que la mâche venait beaucoup de Nantes. Écoute, il y a pourtant des études de consommateurs, et notamment dans la région nantaise, où ils savent que la mâche c'est produit à Nantes, et c'est presque le revers de la médaille. Certains nous ont dit qu'il n'y a pas besoin d'IGP parce que la mâche c'est forcément nantais.
Ah ouais, Ouais. mais ça c'est pour les Nantais évidemment, Mais ils sont ouais. au courant, mais moi l'info est pas descendue dans les Landes. Mais du coup, les collègues dans la région, ils se sont dit, pourquoi est-ce qu'on va s'embêter à faire un cahier des charges IGP alors que bon, il suffit d'écrire Ouais, MASH. d'accord. Mhm. Et puis les gens disent Mâche bon Nantes. c'est de la mâche de Nantes quoi. Et donc c'est vrai que commercialement ça s'est pas beaucoup développé et on se rend compte qu'aujourd'hui l'IGP c'est assez rare dans un légume. C'est un vrai savoir. Donc là on est en train de se creuser la tête pour lui redonner cette lettre de noblesse. On est en train de réécrire un cahier des charges, mais pour qu'il réponde aussi aux attentes d'aujourd'hui. Donc on pense à tout ce qui est gestion des sols, sol vivant, agriculture du vivant, indice de régénération des sols. On pense à tout ce qui est lié à l'environnement, la biodiversité, la gestion de l'eau, donc on parle HVE et tout ça. On parle aussi de tout ce qui tourne autour du commerce équitable. Donc on est en train d'essayer de réécrire une nouvelle IGP, mais ça prend du temps, on concerte beaucoup en ce moment. Mais c'est vrai que l'IGP, je pense qu'elle a servi un peu à protéger le nom. Ça a peut-être un peu bloqué le développement des autres bassins, peut-être. Mais elle n'a pas eu une dynamique commerciale liée à l'IGP parce que, comme tu l'as dit, il n'y a rien qui ressemble plus à une mâche qu'une autre mâche. Et donc, en fait, tu Pour faisais les une barquette de non-connaisseurs, en mâche, tout cas. tu avais à côté une barquette IGP mâche nantaise, et en fait, c'était la même, quoi. Mhm. Donc, voilà, ceci explique cela. Ouais, tu dis nous parce que tu es pas mal impliqué dans toutes ces réflexions. Je crois que tu as des fonctions à côté de ton métier de maraîcher. Ouais. Alors, concernant la mâche nantaise, en fait, l'IGP, elle est portée par une petite association qui s'appelle Califray, dont je suis le président depuis maintenant 2 ans. Et l'idée avec un peu la nouvelle équipe qu'on a mis en place, c'est de dire voilà, comment faire pour la redynamiser, la moderniser par rapport aux attentes d'aujourd'hui. Elle a eu du sens il y a 25 ans pour structurer la filière. Là, on est certainement dans une autre époque. Donc, faut la réinventer un petit peu. Donc, ouais, je suis impliqué là-dedans. Puis, je suis impliqué aussi dans le syndicat, la Fédération des maraîchers nantais, pour laquelle je suis vice-président. Où là, qui est un peu le syndicat historique, le petit club d'entreprise, où là, on parle plus des sujets un petit peu, voilà, on défend nos intérêts. Donc là, on parle social, on parle environnement, on parle urbanisme, on parle communication, tout ça. Vous me faites rire les agriculteurs parce que vous en avez jamais assez. Vous êtes plein à avoir 1000 casquettes. Alors je suis président de ça, vice-président de ça. Je me dis mais comment ils font pour on s'organise, on fait pas tout, on fait pas tout bien, ça c'est sûr. On est beaucoup accompagné aussi parce que moi on a aujourd'hui une maison des maraîchers nantais qui est une structure collective qui accueille toute une équipe, il y a une vingtaine de personnes sur des thématiques variées, que ce soit la technique, l'énergie, l'environnement, le social. Et donc ces gens-là sont financés par des cotisations de la filière et donc ils nous accompagnent. Donc on ne fait pas tout seul. On a ces mandats-là, oui, mais il y a beaucoup de dossiers qui se travaillent avec toutes les équipes. Quoi. Heureusement, parce que non, on ne pourrait pas être partout. Ouais. Puis c'est pas bien d'être partout. Non, puis alors, excuse-moi, j'ai le micro, je le garde. On a quand même. Si je fais comme chez toi, on est chez toi. Donc. On a un problème quand même, et ça, c'est pas évident. C'est que le monde agricole, on n'est pas de plus en plus nombreux. Et les sujets, eux, sont de plus en plus nombreux. On est hyper sollicités. Donc je me dis, c'est pas, entre guillemets, du temps de perdu, quoi. C'est de l'énergie. Alors oui, c'est au service des autres aussi, parce que cet esprit collectif, il est quand même assez important dans le maraîchage nantais. Il y a un vrai esprit de solidarité. Donc on fait aussi le boulot pour les autres, mais aussi pour sa boutique, évidemment. Est-ce que tu aurais quelques chiffres à nous partager sur ce que représente la mâche nantaise dans la mâche française au global Quand on mange de la mâche, est-ce qu'elle est forcément nantaise? Tu as un peu répondu. Non, elle n'est pas forcément nantaise. Alors les chiffres, ça bouge, hein, mais on considère que la région nantaise produit à peu près 30 000 tonnes de mâche par an. Malheureusement, c'est un chiffre qui est en train de baisser. Je dirais malheureusement, on a été pendant très longtemps les premiers producteurs européens. On disait qu'on pesait entre 50 et 60% de la production européenne. On vient d'être détrôné par l'Italie. C'est un drame. Je ne veux pas en parler trop longtemps parce que là, je vais parler sur plein de sujets syndicaux. Mais aujourd'hui, on passe notre vie auprès des services de l'État et des élus à leur expliquer qu'il y a une grave menace sur la capacité de l'agriculture française à continuer à exister, à produire demain. C'est pas possible qu'on ait autant de lois et de contraintes alors que nos voisins européens ne les ont pas. Donc le fait est qu'on n'est plus les premiers producteurs européens et ça c'est bien triste. Par contre, j'ai pas les chiffres précis, mais on reste les premiers producteurs français. On dit toujours on avait les 3/4 de la production française se passait à Nantes, mais ça se développe en Normandie, ça se développe dans la région Bretagne. Donc les chiffres précis je les ai pas. Mais voilà, on est plutôt dans une dynamique à la stabilisation, voire un peu à la baisse. Voilà. Les chiffres que j'avais trouvés, c'était 90% de la mâche est produite en France et nantaise, et ça représente 4000 emplois à temps plein dans le bassin nantais. Sur les emplois, en fait, quand tu consolides toutes les entreprises maraîchères nantaises, qui font pas que de la mâche, hein, il y a aussi des tomates, il y a du concombre, il y a du muguet,
Ça représente 4000, c'est un peu, maintenant on est plutôt proche de 5000. Ça, c'est important de le dire aussi. C'est vrai que malgré qu'on a beaucoup de mécanisation et qu'on a des tracteurs et qu'on cherche à automatiser des choses, on a toujours autant besoin de main-d'œuvre. On a besoin de main-d'œuvre pas qualifiée, parce qu'on a toujours besoin de désherber à la main, de récolter à la main. On a beaucoup de travaux manuels. Et on a aussi maintenant de plus en plus de besoin de boulot plus qualifiés. Des ingénieurs agro, des ingénieurs informaticiens, des logisticiens, et tout ça, tout ça. Donc on a une filière qui est variée. Je dirais que les maraîchers nantais, non plus, on n'est pas simplement producteurs. On est aussi impliqué dans nos ateliers de lavage et de conditionnement. On est impliqué dans notre coopérative qui, elle, cherche à vendre avec la qualité. Donc on a besoin de toutes ces compétences-là. Donc ouais, ça représente beaucoup, beaucoup d'emplois, ouais. Et alors, c'est quoi la saisonnalité de la mâche? La mâche, il s'en fait toute l'année. Aujourd'hui, il y a un catalogue variétal qui est assez varié, assez large. Il y a beaucoup de maisons de semences qui travaillent là-dessus. Donc on a la chance d'avoir beaucoup de variétés, ce qui nous permet de faire de la mâche de qualité toute l'année. Malgré tout, la mâche, ça reste une salade d'hiver. La mâche, c'était un peu la salade des fêtes. Il y a plein de recettes que vous voyez sur Internet où la mâche s'associe avec le foie gras, avec la Saint-Jacques. C'est vraiment la salade qu'on sort pour les fêtes. Et c'est vrai, je dirais aujourd'hui encore, allez, on a, j'ai envie de dire, il y a 60% de la production de mâche qui est faite dans la période de Toussaint à Pâques, quoi. D'accord. Voilà, son cœur de production, et on cherche tous à faire vraiment la mâche pour Noël. Mais ça se fait toute l'année grâce à un peu de savoir-faire, un peu de technologie aussi. C'est-à-dire que la mâche, voilà, quand on la fait dehors, elle est bien sous les petits tunnels pour l'hiver. Et aujourd'hui, comme je vous disais, on est sous des grands abris plastiques ici qui nous permet de faire la mâche l'été. Ouais. Et qui nous permet de faire d'autres cultures l'hiver. Parce que ces abris plastiques, ils protègent de la chaleur, du soleil ou alors, en quoi ils protègent la salade? Ils protègent effectivement des aléas climatiques. Alors l'été... Sachant que c'est ouvert, en gros il y a un toit là, on mettra des photos sur les réseaux, mais on est sous un toit. C'est un préau. Ouais, c'est un préau. Voilà. C'est un grand préau, c'est un tunnel qui est permanent. En fait, c'est le petit-fils des petits tunnels qu'on voyait partout dans les jardins ou les bitunnels. Nous, on les a juste surélevés pour qu'on puisse passer en tracteur. Le plastique est là toute l'année. Ce qui fait que l'été, on met une couche de blanc sur nos plastiques, comme ça on peut ombrer les cultures. On a un système d'irrigation assez fin, comme ça je peux faire de l'arrosage, du petit arrosage un peu tous les jours, je peux vachement fractionner. Je ne prends pas de risque d'orage qui viendrait éclater la mâche. Donc là, je suis protégé, voilà, on appelle ça des cultures protégées. En plus, ça a des vertus parce que je récupère les eaux pluviales. Et puis en hiver... ça a le principe de la serre, donc on réchauffe un petit peu la plante. Là aussi, on la protège du gel, on la protège du vent, on la protège aussi des gros abats d'eau. Comme j'ai moins d'eau, j'ai moins de lessivage, donc j'ai moins d'intrants, j'ai moins de pertes, j'ai une culture qui est plus saine, moins malade, donc moins de traitement. Donc ces grands abris-là me permettent, comme je disais, de faire de la mâche toute l'année, mais avec une qualité assez régulière. Même si le cœur de marché, ça reste un peu l'hiver, avec des fois, on l'espère, des fois des prix qui s'envolent un petit peu, quoi. Et ça m'amène à la question de l'auditeur, c'est Laure qui te demande c'est quoi les éléments nécessaires à faire une bonne mâche au niveau des sols, de la température. La mâche déjà, ça aime bien les sols légers, les sols sableux. C'est pour ça qu'ils en font beaucoup dans la région nantaise. C'est une petite plante qui est vraiment ras du sol. Et si vous avez des excès d'humidité, ça va très très vite développer des maladies. C'est une plante quand même qui est assez fragile. Donc ça aime bien les sols sableux. Et c'est pour ça que quand nous on la sème, on dépose la graine pas très profond, limite en surface, et on lui met une couche de sable dessus. On sable tous nos semis. Alors là, pareil, il y a une granulométrie précise. C'est du sable, historiquement du sable de Loire, donc c'est un sable qui est roulé, qui est rond. Comme ça, il n'abîme pas la mâche. Et comme ça, on met ça sur le semis. Comme ça fait un petit lit de semences. Et puis, ça fait une petite couche de drainage en superficie. La mâche, c'est pas forcément très gourmand en eau, parce que ça reste une petite plante. Donc, comme beaucoup de légumes, c'est important de l'arroser pour la faire lever. Et puis une fois qu'elle est levée, en fait, une fois qu'elle a ses premières racines, elle va faire son boulot toute seule. Donc c'est pas très gourmand en eau, c'est très peu gourmand en azote aussi. Donc faut pas forcément beaucoup y aller sur les intrants. Par contre, il faut surveiller au niveau maladif. Ça c'est clair que ça reste des plantes assez fragiles. Donc aujourd'hui, nous on gère beaucoup la pression maladie par l'aération. Voilà. On a évidemment à disposition quelques produits phytosanitaires. Évidemment, comme tous les agriculteurs, ça coûte des sous, on n'est pas dans des traitements systématiques, donc on gère beaucoup par l'aération. Et j'aimerais revenir sur cette histoire de sable, parce que c'est quand même fou ce que vous faites, et j'ai vu que c'est une tradition de très longue date. Ouais. C'est que tu peux nous raconter nous redire là ce que vous faites et pourquoi vous le faites? Une des raisons qui fait que la région nantaise a développé la mâche, c'est parce qu'on allait chercher du sable en Loire.
La Loire, l'estuaire de la Loire qui est pas très très loin, ça a toujours été un estuaire très ensablé. Il y a eu beaucoup de travaux pour désensabler la Loire, notamment pour la navigation. Ça a eu des effets assez négatifs, ce qui fait que dans les années 90, c'est interdit de prélever en Loire. Et d'ailleurs, je crois que maintenant, partout en rivière, c'est interdit d'extraire des matériaux. Sauf que nous, on avait en train de développer la mâche. Donc, pourquoi on prenait du sable de Loire aussi? Déjà, la granulométrie, elle a été bien, ni trop fine, ni trop gros. Quand le sable est trop fin, ça fait une croûte et ça bloque le développement. Puis quand c'est trop gros, on n'arrive pas à l'épandre de façon bien homogène. Donc le sable de Loire, il était parfait pour ça. Et en plus, le grain de sable de Loire, il est rond. Beaucoup de sable utilisé, c'est des sables, on va dire, concassés. Donc c'est des roches granitiques qui fait des angles un peu coupants. Alors que le sable de Loire était bien rond, bien doux. Donc il n'abîmait pas la mâche. Sauf que c'est interdit depuis le milieu des années 90. Donc toute l'activité d'extraction s'est délocalisée en pleine mer. D'accord. Donc on va chercher le sable en bateau. Alors, en fait, c'est du sable de Loire, mais qui s'est déposé dans l'estuaire en mer, quoi. Ouais. Les bateaux récupèrent ce sable-là, on le lave, on le crible et on le remet dans nos champs. Ok. Donc concrètement, c'est quand tu prépares ton terrain que tu vas mettre le sable au sol. Je le mets juste après le semis. Okay. En fait, moi, tu sèmes tes graines, après tu mets Voilà, le sable. exactement. Je prépare mon terrain, je le décompage, je fais mes cultiratos, tout ça pour avoir une belle terre bien prête pour une bonne levée. Je mets ma graine. Et je mets une petite couche de sable, et comme ça favorise la levée, ça évite le gel, ça fait une petite couche de drainage superficiel. Ça réchauffe le sol. Ça réchauffe un petit peu. Ah, et puis ça évite, vous savez, la croûte de battance. Voilà, là, comme ça, on a une espèce de petit truc un peu granuleux. Et puis en fait, le sable, c'est super pour la mâche, mais c'est surtout aussi super pour le radis, c'est super pour l'épinard. Puis il y a un autre effet, alors c'est dur à expliquer comme ça, sans image. La mâche, qui est très très important, c'est le bouquet. La mâche, c'est pas, on mange pas que la feuille, on mange un bouquet de mâche. Et c'est ça qui fait son côté un petit peu, voilà, il y a de la densité, quoi. Et ben en fait, quand vous mettez la graine va développer ses racines dans le sol, et le pivot de la mâche, il va se développer dans le sable. Et c'est au-dessus du sable qu'on va avoir les feuilles. Et donc nous, après, on a des récolteuses de précision, avec des palpeurs, pour que la lame de récolte coupe dans le sable. Comme ça, je coupe bien dans le pivot et je récupère bien le bouquet. Si je coupe au-dessus du sable, je coupe des feuilles. Ouais. Alors ça se fait maintenant, des feuilles libres. Mais quand tu veux le bouquet, c'est pas terrible. Si je coupe trop bas, je coupe dans la terre, j'ai des racines. Ouais. Et la terre. Donc l'épaisseur de sable, c'est en gros un demi-centimètre, pardon. Et ben faut que la lame de récolte, elle soit vraiment dans ce petit demi-centimètre pour vraiment couper le bouquet. Donc c'est aussi un moyen, une sorte de guide, quoi. Ouais. Ouais. Et ce qui explique que quand on oublie de nettoyer sa mâche, des fois ça croustille. Ouais. Alors qu'on voit pas vraiment la terre. C'est clair que dans les années 90, quand la mâche développait, ça se faisait beaucoup en récolte à la main. On mettait ça dans un petit plateau. C'était lavé, allez, on va dire, c'était un peu baigné dans un bac, mais c'était pas vraiment désablé. Et ouais, là, on a tous connu ça. Oui, ça arrive encore aujourd'hui, mais depuis les années 90 quand même, entre ces nouveaux matériels de récolte, on a vachement développé aussi les unités de lavage, un bac, 2 bacs, 3 bacs, on a des bains jacuzzi pour laver la mâche. C'est des grands bacs d'eau. De la chance. Voilà, 6 degrés à l'eau. Mais tu vois, en fait, on souffle de l'air dans le bac pour faire les bulles. Comme ça, la mâche, en fait, elle se dessable bien. Et aujourd'hui, on arrive à faire des mâches quand même parfaitement dessablées. Mais il a fallu quand même pas mal d'années d'investissement dans tout ce matos-là, quoi. Et aujourd'hui, c'est impossible de faire sans cette couche de sable. Est-ce que ça peut être un problème en termes d'investissement, d'environnement? J'en sais rien, peut-être en mer d'aller le chercher. Alors, et est-ce que vous êtes dans une réflexion pour faire différemment? Complètement. Aujourd'hui, on défend l'usage de ça parce que c'est presque un usage traditionnel. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des fois quelques collectifs, des opposants qui ne comprennent pas ça et qui sont aujourd'hui vachement engagés dans des mouvements militants un peu radicaux. Parce que le sable, il est vrai, c'est pas une ressource renouvelable. Et donc aujourd'hui, ça va se chercher en mer, ça va se chercher aussi dans certaines carrières. Alors, faut pas oublier que le sable, aujourd'hui, il sert pour le maraîchage, il sert surtout pour la construction des maisons. Et on est dans un territoire, en Atlantique, qui est assez attractif, il y a beaucoup de nouveaux habitants. Et donc, il y a un peu une pression là-dessus, parce que le gisement, il est limité. Donc, nous, on milite quand même dans l'idée que ça reste un usage traditionnel et puis qui a permis d'avoir des IGP comme la mâche. Donc ça, c'est des choses dont on est fier. Malgré tout, aujourd'hui, ce qu'on travaille, c'est déjà à essayer d'en mettre moins. Ouais, tu vois, pour faire 1 kilo de mâche, il faut 10 kilos de sable. Donc on essaie déjà, ouais. Pour avoir ce petit demi-centimètre, ça paraît pas beaucoup comme ça, mais ramener à l'hectare, ça fait beaucoup. Il y a aussi beaucoup d'essais en ce moment pour des semis sans sable. Alors, au-delà de la mâche, on arrive maintenant à faire d'autres cultures sans sable carrément. Je pense à l'épinard, par exemple, où il y a des jeunes pousses, on sablait, et puis maintenant, on se rend compte que ça marche bien sans, même le radis. On essaye aussi d'aller des fois chercher d'autres sources de sable.
Voilà, je vous parlais du grain roulé. Alors, on fait des essais des grains concassés. Alors sur la mâche ça marche pas, mais sur le radis ça pourrait marcher ou sur le muguet. Et puis on cherche aussi, et ça c'est pas facile, mais à le recycler. La très très grande majorité du sable, alors il y en a un petit peu dans les barquettes, d'accord, mais surtout, Fallait pas le dire. surtout ça reste sur la planche, ça reste dans le champ. Et parfois, des fois, on a des terrains qui sont déjà naturellement très sableux. On essaye de récupérer le sable. On le renvoie là. Par contre, bah voilà, c'est du passage de tracteur, c'est du fuel, c'est du transport. Faudrait le cribler, le relaver. C'est pas encore bien mature tout ça, mais Ouais. on se dit que ce sable-là, il pourrait avoir une deuxième vie, par exemple dans des tranchées ou tu vois, dans des choses peut-être un peu moins nobles, quoi. Mm. Donc ouais, il y a du boulot quand même parce que c'est un gros circuit logistique, mais bon, on bosse dessus, quoi. Et alors, combien de temps il faut entre le moment où tu sèmes et le moment où tu récoltes la mâche et qu'elle arrive en rayon? L'été 30 jours, l'hiver 90 jours. Ok. Voilà, et on fait toujours une mâche qui fait aller grosso modo 6-7 cm. Mais c'est vrai que l'été, bah, il lui faut que 30 jours pour faire ce 6-7 cm. Et l'été, selon la météo évidemment, et s'il y a un peu de froid, c'est une mâche, pourquoi c'est une salade d'hiver? C'est une mâche qui supporte bien les gelées. Alors ici, on a la chance, c'est pas très gélif ici, hein, ouais, on a des -2, des -3, des fois un peu plus marqués. Mais c'est une mâche, la mâche, elle va tout à fait supporter une petite gelée le matin. Si vous avez un beau soleil sec l'après-midi bien lumineux, sous son petit tunnel, elle va dégeler, ça va bien se passer. Mais l'hiver, c'est vrai qu'il peut lui falloir entre 2 mois et demi et 3 mois pour arriver à maturité. Et alors, une fois qu'elle est récoltée, qu'est-ce qui se passe? Alors là, il y a tout un circuit. Alors c'est vrai que l'objectif, comme je vous disais tout à l'heure, on est quand même sur du super super frais, quoi. C'est un produit qui se stocke mal, qui évolue mal. Donc une fois que déjà on récolte, s'il y a des commandes. S'il n'y a pas de commande, il vaut mieux malheureusement la détruire dans le champ plutôt que d'engager une récolte, un lavage, tout ça. Donc quand on la récolte, c'est qu'il y a une commande. Une fois qu'on sait qu'on peut récolter, on la récolte souvent tôt le matin, hein, comme toutes les récoltes qu'on peut faire. On met ça dans des palox. Dans un palox, vous avez, allez, grosso modo, 70 kilos de mâche. Mais là, il y a C'est encore quoi un palox? C'est des grandes Ouais, palettes, c'est hein? des grandes caisses là, Ah, ok. tu vois, Ah oui. ça fait la largeur d'une palette, c'est haut d'un petit mètre, quoi. Et donc on met 60 kilos de mâche, mais là il y a du sable, il y a de la terre, il peut y avoir des mauvaises herbes, des racines, tout ça. On met ça dans un camion, le camion direction l'atelier. Donc moi je suis, on va dire, avec d'autres collègues maraîchers actionnaires dans un atelier, dont le boulot c'est vraiment de laver la mâche. Donc là l'objectif après la récolte c'est vraiment de la laver le plus vite possible. Donc souvent c'est laver dans les 24 heures. Si possible l'après-midi, des fois le lendemain matin, mais c'est vraiment dans les 24 heures. L'objectif du lavage, donc bah, on enlève le sable, on le trie, on a des trieurs optiques maintenant, on le refroidit aussi et on la met au frigo. Comme ça la mâche au frigo, bah, elle est un peu saisie, ah tiens. Si vous la laissez à l'air libre ou si vous la mettez à température Ouais, ambiante, flétrie. à Bon, on le voit chez nous, flétrie, hein, qu'on la puis laisse. dès qu'elle va avoir un petit impact, par exemple un petit grain de sable qui aura un impact, bah, cet impact-là il va évoluer, ça va faire la mâche un peu pourrie, c'est pas terrible. Donc frigo, et après je dirais grosso modo, l'idéal c'est vraiment que dans les 2-3 jours, il faut qu'elle soit commercialisée, vendue, mangée, quoi. Ça peut pousser à une semaine, ça dépend. Mm. Mais une fois qu'elle est en frigo, après, euh, Océane, qui est ma coopérative, va donner une commande à l'atelier qui va dire bah, il faut que cette mâche-là, il faut la vendre en sachet, en barquette ou en vrac des fois, tu la laisses en caisse. Donc comme ça, quand elle est lavée, on la met en fait dans des caisses de 4 kilos, pardon, j'ai oublié de le dire. On la met en caisse de 4 kilos, on les met au frigo. Et après, ces caisses-là, soit on les expédie directement pour des industriels, par exemple des ensacheurs. Ouais. Alors, je n'ai pas le droit de dire les marques, non. Je Je sais rigole. pas si je vais Mais bon, avoir des problèmes. Tout le monde connaît, mais les florettes, C'est les pas encore bonduelles, les assez choses comme connu, ça. la clé des Donc champs. là, on peut leur vendre la mâche comme ça en vrac, ou alors je la conditionne moi-même. Donc des petites barquettes, des petits sachets également. Et là, mon atelier fait tout ça. Donc Océane, ma coopérative, vend. Mon atelier lave et conditionne, et moi je produis. Voilà. Et moi, je suis actionnaire de toutes ces chaînes-là. Ouais. Donc moi, je dis toujours, moi je vends pas de la mâche brute, je vends un produit fini. Donc, et j'ai investi dans toutes ces étapes-là parce que je considère que mon atelier et ma COP sont des outils au service de la production. Donc, on fait en sorte de les maîtriser le mieux possible pour que ça coûte le moins cher possible. Comme ça, le maximum de valeur revient à la production. Ça m'amène à la minute économie. Pourquoi tu as fait ce choix parce qu'il y a des maraîchers, surtout, tu disais, tu as une taille plutôt de PME, une taille moyenne. Tu aurais pu décider de vendre toi directement, de t'occuper de la vente. Pourquoi tu as fait le choix de passer par la COP? Bah, disons que la COP, elle est là, elle est installée, elle a quand même pignon sur rue, elle a quand même une certaine solidité, elle a développé depuis 25 ans que ça existe au sein de bientôt 30, un portefeuille client, une réputation.
ça m'amenait, moi, dans mon processus d'installation, un peu de rassurance, quoi, un peu de sécurité. Je me dis, je pars pas à l'aventure. Le fait de s'associer à la COP Océane, je m'étais dit, bon, bah, j'ai plus de garantie que ma marchandise soit vendue, je vais être accompagné, je vais avoir un commerce bien installé, tout ça. Donc, je m'étais dit quand même, la vente directe, c'est sympa, mais bon, bah, faut des clients tous les jours, faut de la marchandise tous les jours, de la qualité, puis il faut savoir vendre et tout. Alors, je dis pas que je sais pas le Ouais, c'est faire, un mais métier en plus. c'est un métier différent et bon, puis c'est vrai que comme dans la logique, encore une fois, moi je voulais continuer ce qui se faisait déjà. Je voulais pas du tout révolutionner le truc. Avec David, sa ferme était déjà bien installée. Je voulais m'intégrer là-dedans, quoi. Tu vois, donc je voulais. Si déjà je m'étais dit, si j'arrive à faire ce qui se fait déjà, c'est pas mal, Oui, quoi. et après on verra pour la suite. Ouais. Et alors, est-ce que à combien on trouve la mâche en rayon, le prix au kilo, et est-ce qu'elle est plus chère que les autres salades? Alors oui, elle est globalement plus chère. Une barquette aujourd'hui, alors malheureusement, je dirais que les prix, on a beaucoup maintenant de produits qui sont stickés 0,99 là. Ah oui, Ça, je c'est un vois peu très la bien dans les plaie. barquettes là. Ouais, Mm. ça c'est un peu la plaie. Alors, c'est quand même vachement utile parce que c'est des produits quand même bon marché. C'est important on continue de proposer ces produits bon marché. On peut pas faire que de la montée en gamme. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas envie de dépenser trop d'argent. Il y a un plafond de verre que je considère, il y a un moment donné. Alors, il y a des achats plaisir, les achats du dimanche, les machins, les achats de marché, mais il y a aussi besoin de proposer de la mâche pas trop chère. Donc, il y a de la mâche à 0,99. Tu peux la trouver l'hiver, par exemple, quand il fait très très froid et qu'il n'y en a pas en Europe, on est les seuls à en avoir. Bah, tu peux la trouver à 3, 4, 5 euros la barquette, quoi. C'est plutôt rare. Maintenant, c'est quand même assez stable. Mhm. Donc, tu vois, ramener au kilo, bah, dans les magasins, ça tourne autour de 10 euros, quoi. Ouais, d'accord. Et pourquoi elle est plus chère que les autres salades? Parce qu'elle est vachement plus technique. C'est vachement plus dur à faire. Hein, comme je te disais, il faut des conditions un peu climatiques particulières, il faut du sol, il faut Sable. faut vachement de matos, il faut du sable, donc c'est pas donné à produire. Et puis comme c'est un produit qui est associé au fait parce que c'est une salade d'hiver, ça reste un produit plutôt rare. Mhm. J'ai pas les chiffres en volume, mais j'avais toujours entendu dire que la saladerie en Europe c'est presque 1 million de tonnes, la mâche c'est 30 000 tonnes, tu vois. Ouais. Donc tu vois, ça reste une petite salade parmi toutes les autres salades, quoi. Mhm. Et tu nous le disais au début de l'interview, ou avant qu'on enregistre, je sais plus trop, mais Vas-y. comment vous étiez dans un schéma poireau, mâche, poireau, mâche, poireau, Ouais. mâche, et qu'aujourd'hui vous avez décidé de diversifier et de Tout à faire fait. plus de légumes. Pourquoi vous avez fait ce choix? Alors, il y a un choix agronomique, l'envie de faire plus de rotation par rapport à un risque de fatigue des sols. Donc, c'est comme ça, comme mon associé David, il s'est installé il y a maintenant 15 ans. Lui, il a ramené tout le dossier jeune pousse. Et donc, c'est pour ça, aujourd'hui, on fait beaucoup d'épinards, on fait de la roquette, on fait de la jeune pousse de laitue, on a même fait du persil, on a fait des choses comme ça. Et puis, quand moi, je me suis installé, on s'est dit, bah, si on se installe, on a été développer un peu l'entreprise avec d'autres terrains. Et on s'est dit, ces terrains-là, si on les développe, c'est pas pour faire plus que ce qu'on fait déjà, ce serait pour développer notre culture. Donc c'est comme ça qu'on s'est lancé dans le radis. On a regardé le poireau. Donc pourquoi on s'est diversifié agronomiquement? C'est intéressant de faire tourner les terrains. Comme ça, les terrains, ils ont presque un cycle de 4 ans. Tu vois, ils vont avoir en 4 ans un poireau, peut-être une voire deux mâches par an, peut-être 2 épinards, peut-être un radis, puis on tourne comme ça. Donc ça, c'est intéressant. Il y a aussi un peu maîtriser le risque, tu vois, économique. Quand ton business, moi, quand David s'est installé, la mâche était presque 70 à 80% du chiffre d'affaires. Si, admettons, tu prends un gros coup de bambou dans la tête et tout ça, tu prends un gros risque, quoi. Ouais, c'est de la Donc diversification. diversifier le risque, c'est aussi voilà, maîtriser ce risque-là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, même avec nos comptables, on se disait, aujourd'hui, on a 4-5 cultures assez fortes. On en a toujours une qui va pas, mais on a toujours une qui compense, quoi. Donc il y a ça. Et puis il y a le côté aussi, bah, on va pas se mentir, quand tu fais toujours la même culture, c'est un peu monotone, quoi. Même par rapport à nos gars, tu vois, c'est Ouais. du genre la sonde de poireau, on l'attend avec impatience parce que bah, tu vois bien, c'est du matos différent, c'est une organisation différente à l'entreprise parce que pendant le poireau, on embauche beaucoup de saisonniers, donc on est quasiment 30 sur l'exploitation, donc ça Ouais, fait ça met un peu de c'est dynamisme. la saison, quoi, donc Mhm. ça casse un peu la monotonie. C'est vrai Combien tu as que. de salariés permanents? Alors moi, j'ai 7 chauffeurs, un mécano, donc on est 8, mais on est 10 à bosser parce que David et moi on bosse, hein. Tu fais pas que parler au micro. Non, je ne fais pas que vers le micro. Et puis, on a quand même pas mal de saisonniers. Donc, tout en hiver, comme on fait quand même beaucoup de mâches, on a, on va dire, 2 à 3 travailleurs qui sont toujours avec nous. Ils nous aident aux récoltes, au désherbage, parce qu'aujourd'hui, maintenant, on est quand même beaucoup dans des désherbages manuels. Donc, ça, ils nous aident à faire ça. Et puis, pour le poireau, on plante tout à la main. Donc, on embauche 6-7 personnes de plus. On plante pendant, allez, quasiment 2 mois et demi. Et puis, par contre, la récolte du poireau, là, ça reste très, très traditionnel.
on récolte ici, on n'emmène pas ça dans des ateliers comme la mâche, on fait tout dans le garage, quoi. Donc on a notre petite chaîne de lavage, c'est nous qui montons les palettes, les colis, etc. Donc là, j'ai besoin d'une vingtaine de saisonniers. Donc là, on se retrouve mai, juin, juillet, on a une trentaine sur l'exploitation, Ouais. quoi. Il y a une grosse dimension management quand même. Ouais. Ouais. Alors, oui, c'est vrai, mais on reste quand même une entreprise agricole. Et puis, j'aime bien dire, nous, on est semi-familial. C'est-à-dire que, voilà, nous, on a encore une taille qui nous permet de faire les embauches le matin. On fait la débauche le soir, on boit des coups avec nos gars, on se connaît tous. Moi, j'ai des gars qui ont des fois bientôt 15-20 ans de boîte. Il y a un petit côté convivial quand même. C'est du management, mais ça reste du management simple, quoi. Ouais. J'ai pas 4 chefs d'équipe qui, eux, communiquent, machin. Certaines entreprises font ça, ils le font très bien. On aime bien avec David d'avoir cette taille-là de relation un peu plus directe. Et pour clôturer cette minute économie, c'est quoi pour toi le truc qui t'inquiète le plus pour l'avenir de l'exploitation, la principale difficulté que vous rencontrez aujourd'hui? Oula, alors il y en a plein. Les menaces, il y en a plein. C'est pour ça que j'ai dit la principale, parce qu'on Ouais. est déjà à 47 minutes d'interview. Je donc réfléchis. vas-y. Ah bah je t'ai dit que j'étais bavard. Hein. Voilà, fais avec, hein. C'est très bien. Non, la principale menace, mais alors, ça, c'est des dossiers dont je m'occupe beaucoup, c'est l'eau. Ouais. Aujourd'hui, la grosse inquiétude qu'on a, nous, on milite beaucoup, je milite beaucoup pour que notre activité soit un petit peu plus reconnue, un peu plus protégée. Et aujourd'hui, malheureusement, l'irrigation n'a pas bonne presse et on nous considère comme des préleveurs d'eau, des consommateurs de ressources. Et tout le monde oublie que nous, l'eau qu'on utilise, elle est productive, quoi. On fait de la bouffe. Et on fait de la bouffe fraîche, produit de France, qui n'est pas transformée, qui ne fait pas le tour de la terre. Tu vois. On est forcément, nous, sur un circuit plutôt court parce que c'est des produits qui ne se stockent pas. Et aujourd'hui, en Loire-Atlantique, la disponibilité en eau, certains considèrent que c'est plus ce que c'était. Il y a beaucoup de nouveaux arrivants qui consomment de l'eau potable, etc. etc. Donc, on est en train de se dire qu'il va falloir partager tout ça. Sauf que nous, on ne le vit pas très bien dans le sens où on n'est pas du tout prioritaire, quoi. On est plutôt en train de nous dire qu'il va falloir en consommer moins, voire plus du tout. Ouais. Alors que vous nous nourrissez. On nourrit, et puis moi, ce que je dis, si j'arrose pas mon blé, je peux perdre un peu de rendement, peut-être un peu de qualité. Si j'arrose pas ma mâche, c'est mort. Ouais, moi, un légume, c'est entre 80 et 95% de flotte. Si je suis forcément un irrigant, quand tu es maraîcher, tu es forcément un irrigant. Alors, vous verrez quelques articles un peu de magicien là. J'avais envie de t'en parler justement, parce qu'il y a une vidéo qui a beaucoup circulé du maraîcher qui fait pousser ses légumes sans eau en pleine canicule. T'en connais beaucoup, toi? Non, j'en ai pas rencontré beaucoup. J'en connais pas, moi. Donc, mais... lui c'est un magicien. Bravo, chapeau. Voilà, il faut qu'il fasse des formations à tous les maraîchers de France. Moi, je considère que je ne peux pas faire sans irrigation. Alors, je peux m'adapter et les maraîchers ont toujours beaucoup investi. Moi, je fais du goutte à goutte, j'ai du matériel fractionné. Les pratiques, par contre. Voilà, on est hyper efficient. Moi, sur la quantité de ce que je produis, je consomme très peu d'eau. Voyez. Et puis, encore une fois... Ouais, faut qu'on mange et produire et sans eau. Et puis en plus, je disais toujours, l'eau, en fait, alors la formule n'est pas chouette, mais moi je la transforme, c'est limite, quand tu manges un légume, une tomate, c'est une partie de l'eau, c'est une partie des besoins humains aussi. Tu vois, l'eau, elle n'est pas que en bouteille ou au robinet, elle est aussi dans les légumes. Donc ça m'inquiète parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de textes de loi, surtout en local, dans le 44, ça c'est un peu difficile, où on voit beaucoup de volonté de le forage, oui, mais pas l'été. Ton étang, est-ce qu'il est connecté à la rivière? Si oui, non. On est même en train de nous dire que l'eau pluviale, parce que nous, on défend vachement nos grands abris, nos plastiques, nous permettent de récupérer les eaux pluviales. Oui, parce que là, sur tes serres, tu as des gouttières. Les gouttières, les descentes, tout tombe dans l'étang, je récupère tout. Et heureusement, parce que c'est une source d'eau qui est vachement importante, ce que tout le monde fait dans les jardins. On est en train de nous dire que ce serait bien de laisser cette eau retourner au milieu. Donc on nous dit récupère-la mais arrose pas avec. Alors là on se dit oh là c'est un problème ça. Ouais. Parce que si j'arrose pas avec, j'arrose avec quoi? Et là on nous dit l'eau des rivières t'as pas le droit. L'eau des nappes, si la nappe alimente une rivière, ce qui est le cas, hein, c'est un cycle l'eau. Donc et l'eau pluviale, elle aussi il faudrait qu'elle retourne aux rivières. Donc on est en train de nous dire que on vous interdit pas d'irriguer, mais pas avec cette eau-là, cette eau-là, cette eau-là. Et donc on n'a plus demain, moi j'ai peur qu'on ait plus d'eau disponible. Et puis qu'on ait cette dernière phrase où les gens nous disent vous avez qu'à vous adapter. Ouais. Et ça inquiète. Ouais. L'accès à l'eau, c'est une grosse menace. Oui, et je pense que les gens n'ont pas encore conscience, mais ça va être une menace pour nous tous demain. Écoute, je vais passer à mes questions de fer, et pour passer à quelque chose de peu plus heureux quand même, est-ce que tu pourrais nous donner un truc pour étaler notre science au prochain repas entre amis? Écoute, j'y réfléchis, alors j'ai pas trouvé de truc super pertinent. Ou de rigolo. On peut peut-être dire que la mâche nantaise aujourd'hui, qui est le fleuron, on va dire, du maraîchage nantais, c'était il y a 30 ans une mauvaise herbe.
C'était quelque chose qui se récoltait dans les fossés, dans les bouts de champs, dans les vignes. Alors comme ici c'était une agriculture diversifiée, il y avait des champs de vignes, des vergers un peu partout, et la mâche était une mauvaise herbe. Et à l'époque, tout était fait pour l'éliminer. Et puis il y en a certains, je ne sais pas comment ça arrivé, il y en a il s'est dit tiens, je vais essayer de manger ça. Et puis 30 ans après, on en fait des hectares et des hectares, on la met en sachette et puis ça se vend. Ouais. C'était une mauvaise herbe. Et on pourrait comparer ça au pourpier. Moi l'été ici, c'est une folie, et tous les collègues ils le diront, le pourpier c'est une catastrophe. Je sais pas ce que c'est. C'est une mauvaise herbe, mais certains la cultivent pour la manger. Mais chez moi, c'est une mauvaise herbe. Donc la mâche, c'était ça il y a 30 ans. Donc peut-être que les mauvaises herbes d'aujourd'hui seront les légumes qu'on cultivera demain. C'est pas possible. J'ai beaucoup d'orties, je me bats contre ça. Peut-être qu'un jour j'en sèmerai, j'en sais rien. On verra, l'avenir nous le dira. La deuxième question, qu'est-ce qui te rend fier à toi de faire ce métier ? Alors ce qui me rend fier, tu l'as dit tout à l'heure, c'est le côté nourricier, le côté produire de la bouffe. Voilà, ça me rend fier. Ça me rend fier aussi d'être le côté un peu chef d'entreprise, le fait d'avoir des salariés, des investissements, une boîte qui tient la route, qui est très investie dans son petit réseau et qui vit bien avec ses voisins, qui vit bien avec ses élus, qui vit bien tout ça. Ça me rend fier. Ce qui me rend fier aussi, c'est de représenter quand même un beau métier, quoi. Ce travail de la terre, il est quand même pas dénigré, mais on a beaucoup parlé d'agribashing, etc. Et moi, je suis plutôt fier de dire qu'il y a du savoir-faire qui se perdure, qui se modernise. C'est noble, voilà. Ce côté noble, c'est un bon terme, ça. Alors, c'est pas toujours simple, mais non, ça reste un métier passionnant, évidemment. Et ma dernière question, où c'est qu'on peut te contacter si on a une question, si on veut suivre ton actualité ? Écoutez, on peut me contacter. Alors moi, je suis un petit peu réseaux sociaux, mais pas trop. Très LinkedIn quand même, tu as été hyper réactif. Je t'ai écrit, tu m'as répondu. Je suis très LinkedIn. C'était un chat. C'est un réseau que j'aime bien parce qu'il reste plutôt pro et pas trop perso. Et c'est vrai que moi, LinkedIn, j'ai toutes ces infos, et agricoles, et maraîchères, puis sur d'autres thématiques que j'aime bien. Donc je suis très LinkedIn. Donc là-dessus, je suis un peu au taquet là-dessus. Des fois on communique, des fois on se défend, des fois on bagarre un peu. Mais je suis pas Twitter, je suis pas Insta, je suis peu Facebook. Non, mais LinkedIn, donc Régis Chevalier. LinkedIn, voilà. Alors il y en a d'autres derrière Régis Chevalier, mais c'est déjà bien. C'est déjà pas mal. Super. Bon, mille merci pour ton accueil. Merci à toi. Faire nuit. Merci bientôt. À vous. Ouais, on va arrêter là. Mais vraiment, merci pour ton accueil et à très bientôt. Avec plaisir. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser une note 5 étoiles ou à en parler autour de vous. Ça m'aiderait énormément pour faire connaître le podcast. Merci beaucoup et à bientôt pour prendre ensemble la clé des champs.